potentiel écosystémique net des paysages. Ça, c'est comme on l'avait inventé en Europe, disons, à partir du même type de données, des données de la couverture des terres, du programme qu'on appelle Corinne Land Cover en Europe. C'est un grand programme, il y a 39 pays qui sont couverts maintenant. Là, à l'époque, il n'y avait pas tous les pays. Là, sur mes diapos, elles sont un peu vieilles. Maintenant, il y a 39 pays qui sont couverts avec la même méthodologie. Et l'Agence européenne pour l'environnement produit les comptes LEAC, les comptes de couverture des terres, selon le modèle que l'on a expérimenté lors de la formation de décembre. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va calculer 3 indicateurs que l'on va combiner à la fin pour calculer ce potentiel. Ces 3 indicateurs, c'est 3 dimensions du paysage. La première dimension, c'est le potentiel du paysage en termes de biomasse autorégulée, de biomasse qui est capable de se soutenir tout seul, de se maintenir tout seul. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que comme l'homme pratique l'agriculture depuis le néolithique, depuis très longtemps, l'agriculture a pour effet d'accroître la production des plantes agricoles, des céréales par exemple, pour les besoins humains. Et donc, on a des champs dans lesquels on va avoir une très bonne productivité de biomasse, de biocarbone, on peut l'appeler comme on veut, donc de plantes, de nourriture. Et le problème, c'est que ces champs n'existent que parce que l'homme s'en occupe tout le temps. Si l'homme arrête de s'en occuper, les champs vont même pas péricliter, ça ne va pas continuer d'une année sur l'autre. Il faut replanter, il faut semer, il faut replanter, il faut irriguer, il faut labourer, il faut mettre des fois des engrais, etc. Et donc cette production de biomasse, elle est très dépendante de l'homme. Donc là, ce que l'on voudrait avoir d'un point de vue de l'écosystème, c'est ce que l'écosystème est capable de produire tout seul. Et donc on va faire une estimation de ça avec un indice qu'on appelle l'indice de fond du paysage vert, et en anglais c'est Green Background Landscape Index, et vous aurez donc on l'appelle GBLI en anglais. Vous m'entendrez souvent l'appeler GBLI, parce que ça fait quand même une bonne quinzaine d'années qu'on a commencé à le produire. J'ai un peu plus l'habitude de l'appeler de son petit nom anglais que de son petit nom français. Mais voilà, GBLI. L'autre indice, ça va être un indice, quand on a la production, on va voir le paysage et on va lui donner une note en fonction de sa capacité à s'auto-régénérer, en termes de biomasse. Les brousses, ça a une valeur un peu moins grande, puisque les stocks de biomasse sont plus faibles. Les herbages, c'est naturel, ça se reproduit tout seul, mais la productivité de biomasse est moins grande. Les champs, donc je disais, il y a une grande productivité de biomasse, mais c'est artificiel. Les villes, il n'y a pas grand-chose, il y a pas une grande productivité de biomasse de toute façon dans les villes. Description. Mais bien sûr, c'est pas suffisant. Ce qu'il faut voir aussi, on s'intéresse à décrire les paysages écosystémiques, et donc ces paysages, ils ont une valeur plus ou moins importante, parce que on a des paysages qui sont avec une grande biodiversité et une autre qui ont une biodiversité moins forte. Par exemple, vous allez avoir des forêts de production qui vont fonctionner après 20 ans, 30 ans, elles vivent toutes seules, elles continuent à se développer comme d'autres forêts, mais une forêt riche du point de vue de la biodiversité, il faut qu'elle ait, je sais pas, une centaine d'années ou peut-être plus. Donc, il faut qu'on puisse faire la différence entre des forêts qui vont être très importantes pour le maintien des paysages, parce que la biodiversité est riche, et d'autres qui sont moins importantes. Donc, on appelle cet indicateur naturaliste, un indicateur de haute valeur naturelle. Et donc, il va être lié à ce que disent les scientifiques. Moi-même, je suis un statisticien, comptable. J'ai travaillé un petit peu avec des outils d'information géographique. Mais quand viennent les questions scientifiques, bien sûr, je demande l'avis des scientifiques. Et donc, si je veux savoir quels sont les territoires, les paysages qui ont une haute valeur naturelle, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder ce que disent les scientifiques. Comme on veut faire des comptes pour des grandes zones, là c'est l'Europe, on va le faire pour la zone Sahara
Sahel, on va le faire pour vos pays. Bien entendu, on a besoin d'avoir des données qui soient cartographiées. Hein, si on a juste quelques points, il va falloir qu'on produise les cartes nous-mêmes et on risque de ne pas bien le faire. Donc, on va regarder déjà ce que les scientifiques ont cartographié. Pourquoi est-ce que les scientifiques cartographient la haute valeur naturelle? Parce que bien sûr, ils ont le souci de la protéger. Et donc, si on regarde les zones protégées, on va pouvoir deviner que ces zones sont protégées parce qu'elles ont une haute valeur naturelle. Et on sait qu'elles sont protégées aussi par décision du gouvernement. Protéger une zone, ça coûte de l'argent. Il faut des gardes, mais aussi on limite l'exploitation économique. Donc, ça a un coût pour la société de protéger une zone. Donc, quand une zone est déclarée zone protégée pour différents types de protection, on sait que ça a une haute valeur naturelle. Donc, le principe de l'indice, c'est de dire, on va regarder à un endroit donné, quelles sont toutes les protections qui sont données. Et puis, on va mettre une note, un peu comme on note des étudiants. En fait, on fonctionne un petit peu comme ça, hein, comme on met des notes en fonction de plusieurs matières. On met une note. Et ce qu'on veut savoir, c'est qu'est-ce qui a une valeur écosystémique plus importante, une valeur naturelle plus importante. Et pourquoi est-ce qu'on veut le savoir? C'est pas simplement pour dire que là, la nature est plus belle, hein, elle est plus importante. C'est pas ça qui nous intéresse à la fin. Vous vous souvenez que le but de la comptabilité écosystémique, c'est de calculer la dégradation, c'est de mesurer la dégradation, ou des fois l'amélioration, ou la stabilité, mais la dégradation, c'est vraiment un souci, hein, c'est le gros souci que l'on a. Et donc, l'idée, c'est de dire, si la dégradation a lieu dans un paysage qui a une haute valeur naturelle, c'est beaucoup plus grave que si ça a lieu dans un paysage qui n'a pas une haute valeur naturelle. Parce que le paysage qui n'a pas une haute valeur naturelle, il a déjà été abîmé, donc les conséquences sont moins graves que si ce paysage, c'est une forêt primaire avec une grande biodiversité, etc. Donc c'est ça l'idée, c'est de pouvoir bien calibrer l'indicateur final de la dégradation de l'écosystème. Donc on regarde des paysages. Alors ce qui fait le paysage, hein, on voit la dynamique, la productivité du paysage, hein, en termes de biomasse et de biomasse que le paysage peut produire tout seul, la haute valeur naturelle, mais il y a des éléments négatifs. Et un des éléments négatifs, c'est le fait que le paysage peut être fragmenté par des routes ou des voies de chemin de fer, ou aussi va être occupé par des maisons, des villes dans lesquelles il y a très peu de place pour la biodiversité. Et donc, cette fragmentation, ça pose un problème parce que, par exemple, il y a beaucoup d'espèces qui circulent. Hein, les espèces vont souvent d'un endroit à l'autre, les espèces animales, mais je dirais même il y a aussi les plantes qui vont voyager des fois avec les espèces ou qui vont être emportées par le vent. Et s'il y a des barrières dans le paysage, la circulation n'a pas lieu dans des bonnes conditions. Et donc, ça entraîne un appauvrissement du paysage. Hein, l'idée, c'est que la biodiversité, c'est vraiment important parce que c'est un peu la biodiversité. Si vous regardez un ordinateur, vous avez l'ordinateur, vous avez trois choses dans l'ordinateur. Hein. Vous avez la machine, donc ça, ça va être l'infrastructure. Vous avez la machine, vous avez l'énergie. Hein. Il faut brancher l'ordinateur sur l'électricité pour que ça fonctionne. Ça va être, disons, la biomasse ou la production de biomasse. Hein. Ça, c'est l'énergie que l'écosystème reçoit du soleil et qu'il va transformer en matière vivante. Mais vous avez ensuite, dans votre ordinateur, vous avez des logiciels et des données. La biodiversité, c'est le logiciel et les données de l'ordinateur. C'est-à-dire que la biodiversité, c'est ce qui permet à l'ordinateur de nature de fonctionner, de se reproduire. Et quand la biodiversité est riche, il y a un gros avantage, c'est que un écosystème, on peut décrire les fonctions qu'il a. Et très souvent, une même fonction peut être remplie par plusieurs espèces différentes. Et les espèces, à un moment donné de la vie de l'écosystème, une espèce ou une autre qui va principalement remplir la fonction qui va permettre au système de fonctionner bien. Et quand l'écosystème est riche en biodiversité, ça veut dire que vous avez un changement, par exemple un changement climatique, hein, la température moyenne augmente un petit peu, et il y a l'espèce qui remplissait une certaine fonction qui est pas bien et qui va commencer à décliner. Si cette espèce est la seule à remplir la fonction, c'est tout l'écosystème qui va décliner. S'il y a plusieurs espèces qui remplissent la fonction, si la biodiversité est riche, et à ce moment-là, une autre espèce peut prendre la place. Et donc l'espèce va être beaucoup plus résiliente.
il va pouvoir s'adapter, il va pouvoir résister au changement des conditions, et donc il va être beaucoup plus fort. Donc c'est tout ça qu'on veut arriver à mesurer pour savoir un peu comment vont les choses et comment on peut modifier nos comportements, les comportements politiques, d'aménageurs, les comportements de consommateurs, les comportements des entreprises, en sachant ce qui se passe. Donc cet indice du potentiel net des paysages, c'est un indice qui est déjà très important parce qu'on a déjà beaucoup d'éléments qu'on a pris en compte. Et vous imaginez que si on ajoute les rivières et tout ça au compte du biocarbone pour avoir les quantités, parce qu'il faut se relier au service écosystémique, il faut se relier à la consommation que l'on fait de la nature et au compte de l'eau pour les mêmes raisons. Quand on a mis tout ça ensemble, eh bien, on a fait notre compte. Donc voilà, ça c'est une étape qui est vraiment importante. C'est pour ça que je m'étends un petit peu sur la chose. Alors, le premier exercice qu'on va faire, ça va être de faire une estimation de ce paysage, de cet indice de fond du paysage vert, de GBLI. Le principe est décrit à la page 8 du tutoriel 4.3, compte de l'infrastructure écosystémique, et qui explique que on va commencer la méthode la plus simple, qui donne des résultats qui sont en fait pas si mauvais. Ça va être d'essayer de voir quel est le potentiel donc de biomasse, voir quelles sont les catégories de couverture des terres. On va partir de la couverture des terres, on va regarder quel est le potentiel de biomasse et on va regarder quel est le caractère naturel de la production de cette biomasse, la capacité du système à s'auto-reproduire tout seul. Et donc, on va faire une grille et on peut changer les valeurs. Donc là, vous avez un exemple de grille. Alors, une réflexion qui vient tout de suite à l'esprit et que j'ai entendue à maintes reprises, c'est que c'est un peu arbitraire, c'est une notation. Donc, ça résulte d'une évaluation, d'une discussion sur l'importance des choses et on a l'impression qu'on va arriver, si on change les notes, on arrive à des résultats très différents. Cette grille-là, on l'a testée dans un séminaire de formation il y a maintenant 1 an et demi qui avait lieu au Suriname. Suriname, c'est un pays dont vous avez entendu parler lors de la présentation le premier jour des comptes sur le plateau des Guyanes. C'est un des pays du plateau des Guyanes. Et donc, à Paramaribo, au Suriname, on avait un séminaire avec les partenaires, comme on a ce séminaire aujourd'hui. Donc, on avait ce séminaire avec les partenaires et pour leur faire comprendre comment fonctionnait GBLI, on a dit, on va faire le calcul. Et ce qu'on a demandé, on était dans une salle, on avait la chance d'être dans une grande salle, il y avait une quarantaine de personnes. On a fait, je ne sais plus, 3-4 groupes et on leur a dit voilà ce que nous on vous propose. Le nous, c'était Cédric Lardeux que vous avez entendu le premier jour et moi-même. Et on leur a dit voilà ce que l'on vous propose, mais vous avez le droit de ne pas être d'accord. Et les gens ont entrepris de mettre d'autres valeurs, de modifier un petit peu. Et en discutant à chaque fois de la logique des notes pour les différentes classes. Et ce qui a été très surprenant, donc moi j'étais prêt à faire en temps réel, à changer les notes pour qu'on produise une autre évaluation et puis qu'on regarde après quelles étaient les différences pour qu'on puisse discuter. Et en fait, au bout d'une demi-heure, on s'est aperçu qu'on était arrivé, dans tous les cas, à une grille d'évaluation qui était à peu près la même. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas améliorer tout ça. Je pense par exemple que quand on va progresser, et avec Copernicea, on va progresser, on va faire mieux que ce qui a été fait pour le plateau des Guyanes. À chaque application, on progresse, on intègre davantage de données. Moi, j'imagine par exemple ce serait très bien d'avoir un indice que l'on a aujourd'hui, qu'on n'avait pas quand on a fait le plateau des Guyanes, un indice qu'on a aujourd'hui sur la densité d'arbres, par exemple, dans chaque catégorie. Et si on a le nombre d'arbres, et ça on peut le faire avec les nouveaux produits de Copernicea, à ce moment-là, on peut raffiner un petit peu l'indice. Et donc on verra, par exemple, sur les classes de broussailles, on aura des broussailles avec des arbres, avec plus ou moins d'arbres. Donc on peut raffiner l'indice, mais ça ne va pas changer beaucoup, ça va changer un peu le résultat, mais pas beaucoup. La logique reste la même. Donc voilà, donc je ne vous propose pas de faire le changement. Vous pourrez le faire après si vous voulez. Une fois que vous l'aurez fait une fois, vous verrez que ce n'est pas très compliqué à modifier. On va découvrir maintenant quelles sont les données qu'on va utiliser pour faire cela. Donc la première chose que l'on va faire, on va faire une reclassification des cartes raster de couverture des terres. Donc, alors maintenant, on va venir sur Saga, on va retrouver notre vieux Saga. Je vais fermer cette, je ne sais plus pourquoi j'avais ça. Voilà, donc on va venir sur la carte après. Donc vous voyez qu'on a deux cartes. Alors je vais aussi mettre le Saga en plus petit
pour qu'on puisse voir le bas, parce qu'il y a des informations en bas de tableau qui sont intéressantes. Voilà. Alors, ce que vous voyez là, pour l'instant, ce qu'on a, regardez bien la petite boîte en bas qui s'appelle Z. Hein, vous avez X, Y et Z. Regardez la boîte Z. Et si vous faites bouger votre curseur sur la carte, vous allez voir pour chacun des pixels de la carte quel est le type de couverture des terres que vous avez. Donc là, si je mets sur le rouge, par exemple, hein, selon la légende, j'ai le type de couverture des terres urbain artificiel qui a la valeur 10. On va recommencer à 0. Voilà. Saga, il est fermé. On va retourner dans son gestionnaire de fichiers. On va retourner à Saga. On va dans exercice. Je pense qu'on avait un projet qui s'appelle SPRJ. Ça veut dire Saga Projet. Un projet, c'est ce que vous êtes en train de faire avec toutes les cartes, les couleurs que vous avez choisies. Donc, ce petit fichier SPRJ garde tout en mémoire et quand vous lui demandez d'ouvrir, il va vous ouvrir Saga avec ce qu'on a fait hier. On va travailler à partir de ça. Alors là, j'ai pas besoin d'afficher les routes, ça c'est pour plus tard. J'ai pas besoin d'afficher les bassins pour l'instant, on va y venir. Mais d'abord, on va commencer par travailler sur les cartes de Landcover. Hein, vous regardez le petit Z, et là, si je suis sur une forêt en vert, j'ai Z30. Si je suis sur de l'eau, j'ai sur du jaune, j'ai zone agricole, terre arable. J'ai, selon les couleurs, hein, je vais avoir la culture permanente, je vais avoir la zone naturelle, etc. Zone agricole mélangée. À chaque fois, vous avez un code à 2 chiffres. Hein, c'est pour ça qu'on appelle les fichiers niveau 2. Niveau en anglais, c'est level. Niveau 2. Et donc, ce que l'on va faire, c'est que l'on va dire les terres agricoles, niveau 2, le code 21. Donc, si je regarde ce que j'ai dans les pixels, on va regarder une chose. Je vais vous montrer un petit truc. Donc, quand vous regardez dans Properties, à droite ici, vous avez Properties, Setting, et vous allez voir Show Cell Values, montrer les valeurs des cellules. Donc, vous le cochez, vous cochez ça. C'est une fonction qui est commode dans Saga. Et là, on vous propose une taille de caractère. Les décimales, on n'a pas de décimales, on a juste les codes. Hein. Donc, on va mettre 0 et puis on va faire appliquer. Voilà, j'ai appliqué. Alors, on ne voit pas encore parce que là, il faut agrandir pour voir. On va zoomer pour voir. Et voyez voilà ce que vous dit Saga. Il vous dit la valeur de chacun des pixels. Donc, ça, ce sont des codes. Et à chaque code, on va mettre une note GBLI selon un tableau que j'ai préparé. Donc ça, vous allez utiliser mon tableau. Et si une autre fois, si demain vous voulez le refaire avec un autre tableau, vous pourrez le refaire de la même façon. C'est très simple. Hein. Donc on prend la carte de départ et on va faire ce qu'on appelle une reclassification. Donc vous voyez valeurs qu'il y a hein, et là 21 c'est urbain artificiel, le 23 c'est zone agricole mixte je pense mélangée, le 30 c'est les forêts. Donc ce que vous voyez là c'est vraiment les données que vous avez dans votre fichier raster. Ce que vous savez c'est que chaque pixel fait 100 mètres de côté, c'est petit hein, chaque pixel avec disons en gros c'est un terrain de football avec les tribunes hein. C'est quand même assez petit hein. Et vous avez un code, vous aurez toujours un code, il n'y a pas de lettres possible hein, pour les pixels. Par contre, on peut attacher à ça, une légende dans laquelle on aura des noms, mais ça sera attaché à ce fichier, à ces données. Donc on va changer les codes parce qu'on veut avoir la valeur GBLI. Alors, comment on va faire? On va utiliser une fonction qui s'appelle reclassifier. Mais avant de l'utiliser, on va aller chercher une donnée, une table. Alors, cette table, peut-être que je peux la trouver ici. Donc, j'ai mon Kangaroo. Quand je ne me rappelle pas, je regarde. C'est Input Data, Lookup Tables, table de correspondance. D'accord? Donc, voilà où elle est. Donc, je retourne dans le Saga. Je cherche Input Data, Lookup Table. Voilà, table de correspondance. Et j'ai la table qui s'appelle Landcover. EN, c'est toujours anglais, English. FR, c'est français. Et GBLI. D'accord? Donc, cette table-là, je vais la charger, puis je vais regarder ce que c'est. Donc, je double-clique simplement, et là, normalement, elle est montée dans les tables. Vous voyez, elle est venue. Juste un double-clic, ça suffit. Et je double-clique maintenant sur les données, et je vais avoir la table. Et on va regarder à quoi elle ressemble, cette table. D'accord? Alors, j'ai pas mal d'informations qui peuvent être utilisées. J'ai le code de Landcover. Ça, c'est les codes que je vois sur ma légende. J'ai le rang du Landcover. Le rang du Landcover, on s'en est servi, si vous vous souvenez, quand on a fait
fait la matrice des changements du land cover. Hein, la matrice, elle prend les données, elle va prendre les lignes les unes après les autres. Elle va prendre les lignes les unes après les autres. Si je lui dis 10, 10, 21, 23, jusqu'à 55, elle va me produire, Saga va me produire une matrice de 65 lignes, alors que j'en ai besoin de 14. Donc, je fais une autre représentation. C'est très habituel hein, en gestion de données. Donc, j'ai le code, mais j'ai un autre fichier avec le rang 1, 2, 3, 4, 5, 6, hein, des chiffres qui se suivent. Donc, ça, je l'aide sur ce tableau-là. Et puis, j'ai le GBLI, et j'avais fait j'avais même fait deux variantes pour voir un petit peu. Donc, comment ça fonctionne? Si je regarde mes classes, je vais dire, bon, ben, les zones urbaines artificielles, je vais leur mettre 10. Il faut éviter de mettre 0 quand on fait ce genre de calcul, parce que s'il arrive un moment où on fait une division, on va avoir des pixels avec une division par 0, et là, ça donne pas de données, nos data, et donc c'est très embarrassant. Puis c'est jamais 0, même si la situation est très mauvaise, il y a toujours un peu quelque chose. Alors on va dire, on va commencer à 10. Et puis, les zones humides, les forêts, les zones côtières, les lagunes et tout ça, maximum, on met 100, d'accord? Les zones en transition de végétation naturelle, bon, moi j'ai mis 70. J'ai mis, bon ça intéresse pas beaucoup la région du Sahara du Sahel, la neige, j'ai mis 10. Mais peut-être que d'autres ça se discute, hein, mais ça c'est pas important pour nous. La végétation clairsemée, j'ai mis 20. Les cultures permanentes, j'ai mis 30. La culture permanente, c'est quand vous avez des arbustes, hein, des arbres fruitiers, des dattiers, le cacao, les choses pour lesquelles le café pour lesquelles on cueille. Mais ça reste, donc ça veut dire que si on arrête la culture permanente, si le paysan arrête de s'en occuper, ben les plantes, elles vont rester quelques années. Après, ça va évoluer, mais les plantes vont rester quelques années. Il y a les cultures arables, j'ai mis 20. Donc voilà, les pelouses naturelles, j'ai mis 70 parce que, en général, ça a une assez grosse valeur en termes de biodiversité. C'est peu productif, mais et puis ça se reproduit tout seul. Hein. Je dis voilà, bon, ça se reproduit bien. Roche et sol nu, sable, j'ai mis 10. Donc on peut faire différemment. Hein. Vous voyez là, si vous regardez la colonne GBLI, il y a des valeurs un peu différentes. Donc on va faire la reclassification avec cette table-là. Est-ce que ça va, Tony? Il n'y a pas de... Oui. Ça va. Donc, alors, comment est-ce qu'on fait? On va aller chercher l'outil, on va utiliser la petite moulinette là pour chercher l'outil. On va faire reclasse. Il suffit de mettre reclasse comme ça, pas comme ça parce que c'est faux. Voilà, ça doit suffire ça. Et on va regarder, OK. Et on a tout de suite l'option reclassify grid value. Donc c'est reclassifier les valeurs des grilles. Donc c'est ce qui est expliqué ici. Hein. Donc ça c'est le tableau qu'on vient de discuter ou que je viens de discuter pour vous. Désolé, vous êtes obligé de m'écouter. Et maintenant on va utiliser Saga Reclassify Grid Values. Donc, je reviens sur Saga. Bien sûr, comme d'habitude, Saga me demande quelle est la grille que je vais reclasser. Donc, la grille, elle fait partie d'un système. Le système, c'est la couverture géographique, hein, parce qu'on pourrait avoir une autre grille qui va couvrir juste une zone plus petite. Hein, donc, on aura deux systèmes de grilles. Donc là, on a la grille de système et on va commencer par 2000. Hein, land cover niveau 2, 2000, on va créer une nouvelle grille. Alors, c'est important de bien indiquer à Saga, quand on fait ce genre de calcul, que l'on veut à chaque fois créer. Là, c'est la première fois donc il propose de créer, mais la deuxième fois, il va proposer de corriger la première grille. Alors, bien sûr qu'on ne veut pas, si on a fait une erreur, on corrige. Saga suppose que tout le monde est un peu comme moi et passe son temps à faire des erreurs, et donc il facilite le travail quand on veut recommencer, corriger l'erreur. Mais il faut faire attention, hein, de bien lui dire quand on veut une grille nouvelle, il faut créer, sinon il écrase la grille précédente. Alors, quelle est la méthode qu'on va suivre? On pourrait décider qu'on va reclasser une valeur particulière. Par exemple, les 10, on va les mettre 99, par exemple. On mettrait donc all value 10 et new value 99. Et là, on changerait juste ça. Mais ce n'est pas ça qu'on veut faire. Hein. On veut avoir les valeurs GBLI. Donc, on va lui dire, on va utiliser la table qu'on a vue. D'accord? Alors, on va utiliser une table. Il dit quelle table? La table, c'est la table qui s'appelle GBLI, hein, qui est la deuxième sur ma liste. Là. GBLI. D'accord? Et là, pourquoi? Donc, on va lui dire on va utiliser les codes. On va utiliser donc 2 fois, hein, minimum, maximum. Ça veut dire qu'on veut faire des changements ligne à ligne, hein, qu'on ne fait aucun groupement. La nouvelle valeur, on va prendre GBLI2. Je crois que j'ai fait le calcul avec GBLI2. On peut vérifier sur le tutoriel. Comme ça, on aura les mêmes chiffres. Hein, on va pas se... Oui, c'est GBLI2 que j'ai pris. Hein.
OK. Alors, renommer. Ah non, ça c'est après ça. Donc là maintenant, on va. Alors, oui, mon saga. Alors, un dernier point qui est important, l'opérateur. Il faut lui dire qu'on veut exactement une valeur qui soit supérieure ou égale au minimum ou inférieure ou égale au maximum. Donc là, c'est juste, par défaut, c'est juste inférieur. Donc ça ne nous convient pas. Il faut prendre cette option-là. Ça, c'est vraiment important d'avoir cette option-là. Donc je pense qu'avec ça, on doit pouvoir y arriver. On fait un essai? Allez, OK. Ça prend 20 secondes. Et voilà, qu'est-ce qu'on obtient? Vous voyez le nom, la grille numéro 3 maintenant. C'est la grille 2000. Ça vous indique, entre parenthèses, reclassifié. Alors on va regarder à quoi ça ressemble et puis on va changer le nom parce que sinon, c'est une source d'erreur. Donc on va la prendre et là les couleurs sont pas très parlantes, mais on va changer ça. Donc on va changer les couleurs, on va se remettre là, donc on est dessus, on va mettre les couleurs. Alors là maintenant on a des valeurs. En faisant l'opération, on a des valeurs. Donc on a bien graduated colors. Les couleurs elles sont pas. Moi, j'aime pas trop. On va mettre des couleurs vertes. On verra après si ça convient bien. Donc ça, c'est un système de coloriage. Si on veut avoir la couleur la plus claire qui soit bleue, on met bleu, puis on l'a. Si on veut que ça soit bleu comme ça, là, vous pouvez passer des journées à vous amuser avec ça. C'est un peu bizarre au début, mais c'est assez amusant au bout d'un moment, si on aime. Donc, j'ai ma couleur, et là, je sais que j'ai de 10 à 100. Donc, je vais mettre le range, c'est l'échelle, c'est la gamme totale à prendre en compte. Donc, je vais prendre 100 et puis je vais appliquer. Et donc, je vais avoir quelque chose comme ça. Alors là, j'ai 10. C'est pas ça que j'aurais voulu avoir pour le bleu, c'est une mauvaise idée que j'ai. Je voulais avoir... donc, on va changer. C'est un peu plus facile. Donc, on va prendre un petit jaune pâle, là, comme ça. OK. Hop, donc là, j'ai quelque chose qui convient bien. Vous voyez comment j'ai transformé ma carte. Si je veux voir un peu à quoi ça ressemble par rapport au land cover, il me propose même d'avoir on va lui demander d'avoir les valeurs. On va lui mettre show cell values. On va laisser 0 dans ce cas-là parce qu'il n'y aura pas de décimale. Et vous voyez, là, j'ai mes valeurs maintenant. Si je regarde par rapport à la carte, comment c'est un peu compliqué, alors, on va regarder ici. Donc j'avais ces valeurs de land cover et donc là j'ai un problème, j'ai juste changé les couleurs, j'ai pas changé pourquoi ça m'a pas tout changé. Alors là j'ai un problème dans le calcul, je devrais plus avoir de 23. Bon, on va recommencer. Bon, Jean-Louis, cette fois si tu recommences, si tu peux aller un peu moins vite. D'accord, je vais peut-être recommencer avec rank. Je vais peut-être recommencer la reclassification avec rank. Oui, je crois, oui. Parce que normalement le 23, qu'est-ce que j'ai comme valeur? Mais j'ai pas de 23. Voilà. Et là, j'ai une erreur dans le tableau. Alors, voilà le genre d'erreur que l'on fait. On va la corriger ensemble et on va refaire le calcul. Donc, ce que je voudrais voir, c'est la légende ici. Et c'est 23, les zones agricoles hétérogènes. Et je l'ai appelé 24. Voilà le genre d'erreur qu'on fait. Alors, on va corriger le petit fichier. Il faut vous corriger avec moi. Chacun pour soi, là. Donc, vous vous mettez sur la case Land Cover Code, la 4e ligne, et vous avez la valeur 24. Ouais, j'ai changé les codes. J'ai pas les mêmes codes. Alors, on va pas corriger ça, c'est pas la peine. On va le corriger après. Ça devait être le fichier d'une application précédente. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va recommencer le calcul, mais on va utiliser le land cover rank. D'accord? Parce que je vois que c'est pas les mêmes codes que j'ai. J'ai les forêts, elles s'appellent 30, et là, je les avais appelées 31. Ça, c'était Tony, c'était les codes qu'on avait à Montpellier, ça. D'accord, oui, c'est vrai. C'est les codes qu'on avait à Montpellier. Alors, on va les laisser, on va les oublier, parce que de toute façon, c'est la même nomenclature. C'est juste, j'avais arrangé les codes pour que ça se ressemble plus à la CECM. Donc, on va prendre les choses différemment. On va recommencer le calcul. Vous oubliez, je vous ferai passer la version corrigée. On enverra ça par email. C'est pas compliqué. Le petit fichier LCEN-FRGBLI. Donc, on va faire autrement. On va prendre reclassification. Jean-Louis, oui. Si tu fais directement la reclassification, ce sera pas bien parce que là, tu utilises le land cover level 2, alors que si tu vas utiliser le column rank, il faut utiliser land cover level 1 parce que c'est pas la même code. Non, Tony.
Non, je vais utiliser le rank. Mais est-ce que ta carte est codifiée comme rank ou pas? Mais non, elle est pas. Ah! Voilà, c'est Ah ça le là problème. là, ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, il faudrait prendre la carte des. Level 1, je crois. Ah ouais, oui, bien sûr, Tony. Alors, à ton avis, qu'est-ce qui va aller le plus vite? De changer les codes? Il n'y en a pas beaucoup, hein. Ouais, on peut modifier les codes aussi, hein. Alors, on va modifier les codes. Voilà ce qu'on va faire. On va ouvrir la légende. Ça, c'est les codes que l'on veut avoir, hein. Et donc, on va faire Windows cascade. Là, vous me suivez bien, c'est pas compliqué. Il faut juste être un peu attentif. Donc, on va prendre on a ce fichier où on a les codes qui sont faux et ce fichier où on a les codes qui sont bons. Donc, le but, ça va être de corriger. On va corriger les codes. Alors, faut que je les mette bien, qu'on les voit bien. Donc, on va remplacer. Le 10, il est bon. Le 21, il est bon. Le 22, il est bon. Le 23, le 24, il n'est pas bon. Alors, vous vous mettez dessus et vous tapez juste 23. OK? C'est pas compliqué, hein? Le 29, il n'est pas bon. Donc, on va mettre, qu'est-ce que j'avais, 29? Oui, c'est pas la bonne version du fichier. Donc, je vous renverrai la version corrigée complètement. Mais là, on va se débrouiller déjà. Ça va nous suffire. Le 29, on va mettre 30. Hein, on recopie les fichiers qui sont à droite. La ligne 6, on a 41. Jean-Louis, Ouais. Jean-Louis, il n'est pas sûr. Je crois que c'était Le 29. le 29. Il ne faut pas le mettre en 41 par hasard. Oui, c'est ça. Oui. Il faut le mettre en 41. Merci, Gabriel. C'est vrai. Alors, le 29, c'est un. Tu vois la 5e ligne? Oui, les pâturages, c'est 41. Ah oui. Tout à fait. Ah oui, parce que j'ai pas le même. Ensuite, j'ai végétation. Oui, j'ai modifié un petit peu la végétation broussaille. Donc, j'ai 42 ensuite. Hein, 42. Ensuite, j'ai urbain artificiel, 10. Terre agricole arable, 21. Et là, il est dans les... Non, pardon. Erreur. Alors, j'ai 10. Oui, Terre dans le agricole cover, arable, j'ai mis 21. 10, 21, 22, c'est bon. 22. 23 pour hétérogène, oui, c'est 23. bon. 41, c'est bon. 30, c'est bon. 41, c'est bon. Il faut regarder les noms, en fait. Ouais, c'est bon, les pastures. 30, les forêts, c'est bon. C'est bon. Ouais, vas-y. 42, les shrubs, 42, c'est les bon. broussailles, c'est bon. Tiens, aide Ensuite, c'est 51 que m'a dit Adrien. 51, Tiens. les ternues et les roches. Allez, les dis-lui dans l'ordre. 51, c'est les terres nues, roches et sable. Dis-lui dans l'ordre, Gabi. 51, ensuite, 43, vas-y. t'as le 43, c'est les hétérogénéus. Alors, végétation. zone de végétation hétérogène, c'est 44, hein, c'est ça? Non, Non. Non, 43. 43. Zone naturelle mixte, ok, 43. 52. Ensuite, j'ai neige permanente et glacier. 52. 52, c'est bon. C'est 52, neige permanente et glacier. Ouais. Après 44. Après 44. Attends, j'ai pas corrigé encore. 52. Oui, c'est bon. Ensuite, 44. Ensuite, zone de végétation, perce végétation, c'est ça, 44. 61. Ensuite, 61, et pas 41. Zone humide ouverte, c'est le 61. Et les eaux internes, 62. Et les eaux... Tu vas trop vite pour moi, Gabriel. Non, mais là, c'est bien, c'est parfait après. 41, c'est les open wetlands? Non, 44. Non. 44, c'est zone de végétation. Ah non. Non, Et là, c'est 44, 61. Non, pardon. 61, 62, 63 dans l'ordre. Voilà. Végétation clairsemée, c'est Là, 44. c'est 61. 62, 63 dans l'ordre. Voilà. C'est parfait. 62. 63. OK. Voilà. Donc là, on a un tableau qui est correct. Hein. C'est pas ordonné, mais si on veut l'ordonner, on peut l'ordonner aussi. Mais là, c'est bon. Hein. Donc voilà le tableau que vous devez avoir maintenant. Hein. Donc c'est bien. 10, 20. OK. J'ai changé l'ordre par rapport au précédent. Hein. On essaye. Donc, ce que l'on va faire, moi, je vais le sauver. Je le sauve. Il y a toujours des petites erreurs qu'on peut faire. On prend un fichier pour un autre. C'est pour ça qu'il y a souvent des fichiers avec des noms très longs. C'est pour essayer de ne pas se tromper. Et donc, on va recommencer ce qu'on a fait là. Et là, ça devrait marcher du premier coup. Donc, je retourne sur le petit outil, les petits trous dentés bleus. Find and Run Tool. Reclasse. OK. Et là, vous voyez ce qu'il me propose. C'est même une démonstration qui est au-delà de ce que j'avais prévu. Il me propose de corriger la grille précédente qui est fausse. Donc voilà ce qu'il nous propose. Alors on va le laisser faire. Comme ça, on n'aura pas besoin d'avoir une grille qui est fausse parce qu'on risque toujours après de se tromper quand on sauve, etc. Et donc on a les mêmes caractéristiques. Donc là, on devrait y aller et on va regarder ce qu'on a obtenu. Ça c'est la carte reclassifiée. Et là, vous voyez, là j'ai des valeurs 100, j'ai des valeurs 10 pour la ville. Si vous avez un doute, vous le remplacez. Donc
Donc vous voyez là, on a les valeurs. Voilà, ça y est là. Donc vous voyez les valeurs qu'on a maintenant. Oui, je pense que je n'étais pas sur la bonne carte. Si maintenant je regarde, non, il marche tout seul. C'est moi qui n'étais pas sur la bonne carte. Donc regardez bien les chiffres. Ça c'est le GBLI et ça c'était les classes de Landcover, d'accord? Et vous voyez que la classe 23 par exemple, la classe 23, elle a bien une valeur de 70. C'est comme si on mettait un prix au pixel. On a un prix GBLI qui va être de 70 et là il y a un prix GBLI qui est de 10 et là un prix GBLI qui est de 20. Et voilà la carte que ça donne. Et donc vous voyez comme on a, avec les valeurs qu'on a données, bon, ça fait bien sortir les forêts. Alors la différence par rapport à la carte de Landcover, le Landcover c'est des catégories, maintenant on a des valeurs. Donc on va pouvoir faire des calculs sur les valeurs. Les catégories, vous ne pouvez pas faire de calcul, vous n'avez pas multiplié le code urbain par le code agricole. Enfin, on peut essayer, mais ça, on ne sait pas très bien ce que ça va dire à la fin. Donc là, on va pouvoir faire des calculs. Alors maintenant, on va faire le 2015. Donc on reprend la reclassification, le même outil. Et là, on va lui dire, on veut le 2015 et on va lui dire de créer le 2015. Parce que sinon, il va l'écrire à la place du 2000. On veut créer le 2015 et il nous le crée. Donc là, on a le 2015 et on a on va regarder à quoi ça ressemble. Donc on veut avoir les mêmes couleurs. On avait pris cette gamme de couleurs et puis on avait mis du jaune, je crois. Début. Voilà, on a quelque chose comme ça. D'accord? On ferme ça et puis on va regarder un peu ce qui se passe. Et donc là, maintenant, si je viens sur l'onglet Maps, ici, là, j'ai 2015, c'est tout en haut. C'est ce que je vois en ce moment. Et en dessous, j'ai 2000. Donc, on va regarder ce qui se passe. On devine. Alors, on va zoomer un peu. Donc, vous voyez ce qui se passe? Donc, c'est notre indice de biomasse naturelle, appelons-le comme ça, vous voyez les valeurs qui bougent. Alors, on va faire quelque chose tout de suite. On va changer de nom. On va renommer. Donc pour renommer, on se met sur le fichier qu'on veut renommer, qui s'appelle reclassified. On va aller dans Property, Option, Général, Name, et on a la boîte pour le reclassifier. D'accord? Comment est-ce qu'on va le renommer? Je me rappelle plus ce que j'avais proposé. J'avais proposé GBLI. Alors, je vais vous expliquer. Essayez de prendre le nom tel quel. GBLI NoSM 2000. Alors, NoSM, ça veut dire que c'est le fichier de départ. C'est le fichier de départ que l'on va encore retravailler un petit peu pour avoir finalement le GBLI. Donc, ce n'est pas exactement le GBLI, c'est je vais vous expliquer pourquoi. NoSM, ça veut dire que ce n'est pas lissé, not smooth. Donc, prenez le nom comme ça, vous mettez, vous faites un copier, CTRL-C, par exemple. Si vous faites CTRL-C, vous avez copié tout de suite. Vous allez là, vous remettez dans Name et vous faites CTRL-V. Et là, j'avais même pas effacé le premier. Voilà le nouveau nom, d'accord? Bon, je fais OK et j'ai appliqué le nom ici. Je fais la même chose pour 2015. Alors pour 2015, je vais faire autrement. Je vais copier, je vais faire CTRL-V. Je vais coller une deuxième fois. Et là, j'ai le code 2000 et je change juste 2000 en 2015, d'accord? Donc j'ai GBLI NoSM, Not Smooth 2015. Et tout le reste, c'est pour me dire, c'est la Moldavie, c'est le type d'image qu'on a utilisé et ça, c'est des pixels de 100 mètres pour me souvenir parce que j'ai travaillé sur plusieurs zones. Quand vous travaillerez aussi sur plusieurs zones, il vaut mieux se souvenir de ce qu'on a. D'accord? Et c'est très commode de faire CTRL-C, CTRL plus la lettre C pour copier et CTRL plus la lettre V pour coller. Mais vous pouvez le faire avec les commandes habituelles. C'est juste comme ça, des petits trucs de travail. Donc on va continuer et on va le sauver. Donc je regarde, on va le sauver dans Exercice, compte de l'infrastructure écosystémique. Donc on va sauver nos deux fichiers. On va sur le fichier donc numéro 3 2000, GBLI 2000 et on fait Save As, Exercice, infrastructure écosystémique. On sauve. Quand on sauve, c'est seulement maintenant que Saga crée le fichier. Jusqu'à présent, le fichier n'était pas créé, il était en mémoire. Et donc, il le crée maintenant. On dit, il est bon, allez, on le garde. On fait la même chose pour le 2015. Donc là, on va tout de suite au bon endroit. Je voudrais regarder quelque chose. Donc, vous voyez, c'est quand même un fichier qui est assez gros. Le fait qu'on a choisi d'avoir les fichiers en format, les fichiers raster, les grilles, les fichiers raster en format avec un Z, zip, ça fait qu'un fichier qui est assez gros, maintenant, on va le garder, on va pouvoir l'utiliser. C'est un fichier qui fait 4 mégaoctets.
Donc, c'est quand même très petit. Hein. C'est très petit. Et Saga l'ouvre directement, mais également QGIS l'ouvre directement. Il n'y a pas de problème. Donc, si vous voulez QGIS. ArcGIS, je ne sais pas. Je n'ai plus ArcGIS, donc je ne peux pas vous dire. Je pense probablement qu'il va pouvoir l'ouvrir sans problème. Hein. Donc, c'est bien commode. Et vous avez vu qu'à chaque fois, il y a un seul fichier, alors que la méthode traditionnelle, ça vous met 4 fichiers au lieu d'un. Et donc, on est perdu après dans les listes de fichiers. Vous voyez ici les choses. On a utilisé des données au départ qui étaient des données avec des frontières très précises. Mais quand on fait ces estimations, bien sûr, c'est pas aussi clair. On va transformer ces données, on va les transformer en données floues. Alors, pourquoi est-ce qu'on fait ça? Je sais pas, je suppose que certains d'entre vous ont entendu parler des calculs en logique floue. Ce sont des méthodes qui sont utilisées en intelligence artificielle et qui partent d'un principe qui est très intéressant. C'est de dire que si vous avez, par exemple, vous faites une observation sur des températures et vous allez dire en dessous de 0, c'est froid. Entre 0 et 100, ou entre 0 et 20, par exemple. Entre 0 et 20, c'est moyen. Et au-dessus de 20, c'est chaud. Au-dessus de 30 pour la région au-dessus de 30. Donc, on a en dessous de 0, entre 0 et 30, et on a au-dessus de 30. Donc, vous allez classer des observations qui sont prises avec un thermomètre. Hein. Le thermomètre va vous dire moins 5, il va vous dire plus 12, il va vous dire plus 31, il va vous dire plus 29, il va vous dire plus 1, etc. Quand vous avez une valeur qui est, quand vous découpez comme ça, vous allez dire, voilà, j'ai un certain nombre d'observations qui sont dans la classe A, la première classe, dans la classe B, dans la classe C. Mais en fait, c'est pas très réaliste parce que vous avez des observations qui étaient plutôt continues. Hein, si vous avez beaucoup de mesures, vous allez avoir sur un mois, vous avez des mesures toutes les heures, par exemple, de la température. Donc, ça va pas marcher bien, ça va pas être une bonne description. Parce que quand vous avez une température de 5 degrés, 5 degrés, c'est pas très chaud. Hein, et si vous avez 25 degrés, c'est déjà assez chaud. Et vous allez classer 5 et 25 degrés dans la même catégorie. Donc, il y a et la même chose, quand vous êtes plus que 30 degrés, 35 degrés, c'est pas encore très très chaud. Quand vous êtes à moins 5 degrés, c'est pas encore, au Sahara, ça commence à faire froid. Et disons, en Moldova, en Moldavie, c'est pas encore très très froid. C'est froid, mais bon, ça devient très très froid quand il fait moins 15, par exemple. Et donc, pour éviter ce problème, il y a c'est un domaine des mathématiques qui a été développé qu'on appelle la logique floue, qui permet de répartir les valeurs et de passer de valeurs découpées comme ça à des valeurs plus continues. Et c'est très intéressant parce que ça va vous donner des idées, des valeurs dans le voisinage. Quand vous êtes sur les frontières, ici, quand vous êtes sur les frontières, c'est une valeur ou une autre. Mais en fait, il y a une gradation quand on est autour de la frontière, mais un peu plus et un peu moins. Donc, pour faire des calculs, pour éviter d'avoir des effets de frontières qui soient trop stricts, on va introduire un peu de flou. Quand le photo-interprète, il fait sa carte et qu'il fait un trait, par exemple, il est obligé de découper. Mais son trait, il découpe des fois de manière un petit peu forte. Donc, on reprend son résultat et on a des choses qui sont moins réalistes. Il faut admettre que c'est un peu flou. Alors, un peu flou, ça veut dire qu'on va avoir des valeurs qui vont nous dire, quand on est au milieu d'une classe, on est sûr d'être dans la classe. Quand on est sur les côtés d'une classe, on a une probabilité plus faible d'être dans la classe. C'est comme ça que l'on va décrire le monde. Alors, on va faire ça, c'est pas compliqué à faire. On va faire le calcul on a 4 minutes, on doit y arriver. Donc, vous allez écrire Gauss. L'algorithme que l'on calcule, ça s'appelle du lissage gaussien, du nom du mathématicien, statisticien Gauss. Alors, on va écrire son nom et ça va nous envoyer tout de suite au module de calcul de Saga. Donc, ça peut s'appeler du lissage, ça peut s'appeler en anglais, c'est smoothing, ça peut être filtering, ça peut être blurring, différents noms, c'est toujours la même chose. Et je vois Gaussian landscape, j'ai Gaussian filter, j'espère qu'on va aller sur le bon. Pourquoi est-ce que j'ai un problème, hein? C'est que là, il y a le même nom qui est donné. Dans un cas, c'est pour traiter des couches séparées. Dans d'autres cas, c'est pour traiter des images satellites. Vous allez avoir plusieurs couches qui sont dans un même fichier. Saga appelle ça une collection. Donc, ça permet d'aller plus vite. Alors, j'espère que ça va être le bon, qui va être grid system. J'espère que c'est le bon. On va prendre, je commence par l'effacer, c'est pas malin. OK. Gaussian filter. Je prends le premier. J'ai la grille. Oui, ça a l'air d'aller. Ah non, c'est grid collection. Vous voyez? Donc, on va pas prendre la grid collection, ça correspond
format des images satellites, hein, dans lequel il y a plusieurs couches qui sont groupées dans un même fichier. Donc là, ça va pas. C'est pas le bon. J'efface. On va recommencer. On va prendre le suivant. Donc, je prends celui du bas. Voilà. Et là, il me dit grid. Donc, j'ai grid système et je vais choisir la grille GBLI NoSM 2000 et je vais la lisser. Alors, comment est-ce qu'on va faire? Quels sont les paramètres? Alors, le lissage, on va donner des indications pour le lissage. Ça veut dire qu'on va dire que la valeur d'un pixel, chaque pixel va échanger avec les pixels avoisinants. Et le calcul va être répété selon un rayon de lissage que l'on va définir. Là, on va dire, par exemple, on voudrait un lissage dans un rayon de 10. Alors, de 10, ça veut dire, comme on a des pixels de 100 mètres, ça veut dire dans un rayon de 1 km. Donc, radius 10. Et puis, standard deviation, l'écart type, c'est une indication de la quantité de valeur que l'on veut distribuer dans les pixels avoisinants dans ce rayon de 10. Donc, ça veut dire que là, ça va correspondre à 50%. C'est indiqué en pourcentage du rayon. Il y a une relation entre les deux. Et donc, là, ça voudrait dire en fait type de 5. Hein, mais c'est 50% du rayon. Donc, c'est pour aider à ne pas mettre des valeurs aberrantes, hein, qui ne soient pas calculables. On va retourner et mettre le paramétrage 50. On peut mettre le rayon de 10. 50 et 10. 50%, 10. Voilà comment on fait. Et puis, c'est tout. On va lancer le calcul. Hein. Vous y êtes bien là. Hein. Je lance le calcul. Donc, ça va prendre un petit peu plus de temps parce que là, c'est un calcul assez compliqué. Hein, où quand on va être le lissage gaussien, ça veut dire que les pixels qui sont à 1 km, je prends un pixel. Imaginez que j'ai un pixel vert et je vais le lisser. Les pixels, donc ça va être un grand cercle autour. Les pixels qui sont 1 km vont récupérer, donc je vais leur mettre, mettons, à peu près la moitié de la valeur. C'est ce que j'ai dit, hein, 50%. Les pixels qui sont autour vont avoir une valeur qui va être fonction du carré de la distance. Donc les pixels qui sont voisins vont recevoir, mettons, si c'est une valeur de 100, les pixels qui sont voisins vont recevoir une valeur de 50. Ensuite, ça va être de 20, de 10, de 5, de 1. Donc, ça décroît comme le carré de la distance. Et donc, il faut que Saga fasse le calcul pour chacun des pixels de la carte. Donc, si vous voulez, les lissages, c'est très intéressant. Par exemple, quand on regarde des données de population, souvent, ce qu'on voudrait savoir, c'est pas seulement là où sont les gens. Les gens, ils marchent, ils bougent, ils se déplacent. Donc, on voudrait savoir quelles sont les valeurs qui sont dans le voisinage. On appelle ça en anglais neighborhood analysis. Les valeurs dans le voisinage. Et donc, on peut dire, par exemple, vous avez ici ces jaunes, supposons que ça soit une ville. Donc, dans les pixels, on suppose que c'est des maisons qu'il y a là. Et ce qu'on voudrait savoir, c'est quelle est la valeur du vert qui va être dans le voisinage. Alors, dans le carré, il y a pratiquement il y a rien. On lui a mis 10 sur 100, donc c'est très très peu. Mais bien sûr, regardez, il y a des pixels de forêt à côté. Et donc, ça veut dire que l'on va pouvoir calculer la valeur qui va être accessible. Si vous voyez mon cercle là, on va faire différemment. Voilà, voilà. Donc ça, c'est ma carte. Et je voudrais savoir la valeur d'un pixel ici. Et donc, j'ai dit un rayon de 10. Donc, je vais faire à peu près un rayon de 10 pour montrer ce que Saga est en train de faire là maintenant. Donc, on va le mettre transparent. Pourquoi il me met blanc? Je veux transparent. Donc, vous voyez, par rapport à... C'est ça qu'il faut que je fasse bouger. Donc, Saga va commencer par il prend un pixel, celui qui est au milieu. Et puis, est-ce que ça fait 10? Non, ça fait plutôt 5. Allez, voilà. Donc, on dit que le pixel, c'est celui-là. Donc, voilà, il y a un pixel et il y a le lissage. Donc, Saga commence à calculer les valeurs de tous les pixels autour. Et après, il va voir, une fois qu'il a fait un pixel, il fait le suivant. Et puis, il fait le suivant. Et à chaque fois, il recalcule toutes les valeurs. Il refait son calcul complètement avec la même formule de Gauss. Et vous verrez quand on va faire regarder sur simplement un service d'accès des gens dans les villes ou les villages, l'accès à la nature. Vous allez voir que ça permet de dire, voilà, les gens, on va regarder l'accès dans un rayon d'1 kilomètre. On peut faire des lissages plus grands, on peut changer plein de choses. Hein. Ça peut se paramétriser, mais c'est un outil d'analyse qui est très, très, très intéressant. Bon, écoutez, alors on va regarder à quoi ça ressemble. Vous voyez maintenant sur la... Bon, je ne sais plus où j'en suis là. Donc voilà un fichier pas lissé. Et voilà le fichier lissé. Donc voilà, on reconnaît encore le paysage, hein, mais c'est un indicateur. C'est pas, on ne dit pas ce pixel il est à 10 et ce pixel il est à 100. Hein. Au milieu d'une forêt, le pixel sera à 100. Au milieu de la ville, le pixel sera à 10. Mais si la ville touche la forêt, il y aura des valeurs à 50 ou 60 ou 40. On essaye de refaire le calcul alors on essaie de ne pas se tromper. On va refaire le calcul pour 2015. Ah oui, parce que j'avais laissé note 7. Voilà mon erreur. Parce
qu'il suppose que je n'étais pas intéressé par le fichier de départ. Une fois que je l'avais modifié, et donc il faut mettre create. Très très important, create. D'accord? Donc ce que je vous propose, c'est qu'on va le... Est-ce que vous avez bien ouvert comme ça? Mais il faut bien prendre Gaussian Filter, le nom du bas. Là, il y a une petite ambiguïté. On demande le 2015 et on met create. Là, note 7, ça veut dire que ça va écrire sur le fichier précédent. Voilà, j'aurais fait quelques erreurs pour vous, involontairement, mais je peux dire que je l'ai fait exprès. En fait, je ne l'ai pas fait exprès du tout. Vous voyez les genres d'erreurs. On a ce fichier qui est maintenant un fichier GBLI lycée. Et donc, on va le renommer. Et on va le renommer comme ça. On va le renommer. Je n'ai pas envie d'écrire. Donc, pour renommer propriété, c'est bien. Et je vais lui donner un nom différent. C'est 2015. Donc, GBLI, IFPV, sont smoothed, lissés. 50-10, ce sont les paramètres que j'ai retenus. Parce que ce qui est intéressant, c'est qu'on peut faire un essai avec différents rayons de lissage, par exemple, et voir ce que ça donne. On rentre à un niveau de la cartographie où la cartographie, on fait de l'analyse cartographique. Quand on a trouvé des fois, il faut chercher un peu pour voir quel est le bon rayon de lissage. Donc, là, je dis OK. Voilà, donc je change. Et vous souvenez que j'ai fait une erreur? J'ai fait un autre fichier lycée pour 2000. Donc ici, c'est mon fichier lycée pour 2000. J'ai perdu je peux le recalculer après. De toute façon, on ne va pas s'en servir maintenant dans l'immédiat. Donc, je fais et je le sauve sous 2000. Donc maintenant, mes fichiers, pour la suite des calculs, ils vont s'appeler comme ça GBLI, IFPV. Okay, en fait, le fichier non lissé, je ne l'ai pas perdu parce que je l'avais enregistré. Donc, je peux aller le rechercher. Quand j'ai fait le calcul, j'ai juste fait le calcul en mémoire vive. Et donc, le fichier d'origine, il est toujours là. Et celui-là, on peut le fermer parce qu'on ne va pas travailler dessus. C'est plus la peine. D'accord? Donc, voilà les fichiers GBLI et sur les cartes. Oh, ça commence à être compliqué, mes cartes. Je vais les fermer. C'est tellement rapide de faire les cartes que ce n'est pas la peine de les garder. On ne le garde plus, ça. Voilà, on fait un petit peu le ménage parce que sinon on se perd. Alors qu'est-ce que j'ai? J'ai mon GBLI 2000, mon GBLI 2015. Je les mets les uns sur les autres, l'un sur l'autre. Voilà, une zone intéressante. On va voir un peu comment ça bouge. Donc, il faut que je sois sûr que j'ai bien la même. J'ai dit 100, donc c'est pareil. Hein. Et donc, vous voyez comment ça bouge un peu? Alors, on va essayer de regarder aussi quelles sont les valeurs que l'on a. Hein. Show Cell Values 0, et j'applique. Et là, je vais zoomer pour voir les valeurs. Alors, pourquoi je ne les vois pas? Que je n'avais pas appliqué. Je vais peut-être mettre des décimales. Je vais en mettre une, on verra mieux. Et vous voyez qu'avant, j'avais des valeurs qui étaient 10, 20, 50, 100. Et maintenant, avec l'effet du lissage, les calculs que m'a fait Sagan, il a fait donc le lissage gaussien, ça fait une interpolation. Vous voyez là, maintenant, on a des valeurs continues. Donc, on va se retrouver avec des valeurs 100 uniquement pour un pixel qui est complètement au milieu d'une forêt. Donc, voilà une manière d'analyser le paysage. Ça, c'était GBLI. Ça, on n'a pas fait les changements. Alors, le changement, on va faire... on va refaire le rapport entre les deux valeurs. Ça va être une des façons simples de calculer les changements. Donc, on va diviser 2015 par 2000. Ce qui veut dire que quand 2015 est plus petit que 2000, on aura des valeurs qui seront inférieures à 1. Et quand 2015 est plus grand que 2000, on aura des valeurs supérieures à 1. Pour faire ça, on va... je vais vous montrer un autre manière de trouver les programmes. Je suis allé là dans Tool, ça j'ai l'habitude de travailler comme ça. Je vais dans Grid, Tool, Grid, Calculus, et je vais à Grid Division. Ça vous donne une idée de toutes les opérations que vous pouvez faire. Hein. Il y en a vraiment, vraiment beaucoup. Hein. Et j'ai Grid System, j'ai celui-là. J'ai dit que je divisais 2015 lycée par 2000. OK? Là, ça va aller beaucoup plus vite, hein, c'est juste une division. Et donc, ça vous dit quotient. Voilà le résultat de la division. Donc, voilà alors, qu'est-ce que ça dit, la légende? La légende, ça va de... Bon, on va le prendre comme ça. On peut après jouer sur la légende. On peut mettre des intervalles géométriques. On peut mettre des... Il y a plein... Là, après, c'est de l'analyse que l'on fait. C'est du travail de géographe, de statisticien. Et vous avez vos valeurs.
Alors, ça, c'est un point qui est vraiment important quand on fait une carte, à bien comprendre. C'est qu'une carte, ce n'est pas la vérité qui est donnée comme ça. La carte, c'est quelque chose que vous créez. C'est la même chose quand vous faites un histogramme avec des statistiques. Ce n'est pas automatique. Il faut que vous regardiez un petit peu la distribution, etc. Il faut réfléchir dessus. Vous allez réfléchir sur les couleurs, sur la manière de faire passer un message. Donc, votre carte, ce que vous allez essayer de bien montrer, c'est les informations qui ont une signification. Donc, ici, on voit que ce qui est bleu foncé, c'est plus que 1, donc c'est les accroissements, et ce qui est du rouge foncé marron, c'est la décroissance. Alors, c'est intéressant, parce que vous voyez là un petit peu la synthèse que l'on fait de ces cartes, et avec cette grille qui a pu peut-être vous sembler un moment arbitraire, qui est un peu arbitraire, mais quand même, quand on l'utilise de manière systématique, imaginez qu'on le fasse année après année avec la même grille, là on commence à voir des choses super intéressantes. C'est-à-dire qu'on voit, alors on va essayer de prendre une carte de la Moldavie pour voir un peu où on est là. Donc on voit par exemple que la situation, ici, c'est le long c'est une rivière qui s'appelle la rivière Prout, qui fait la frontière avec la Roumanie, qui est assez riche d'un point de vue naturel. On verra ça peut-être plus tard. Et vous voyez que ça a plutôt tendance à se dégrader. Ça, ce sont des coteaux, et que ça a plutôt tendance à s'améliorer. Et je pense que c'est parce que l'agriculture a décliné un peu. Mais donc, on voit, déjà, on peut commencer à faire une analyse qui a un sens de la situation. On voit que dans l'intérieur, là, c'est vers la capitale, mais là, on voit qu'il y a quand même un déclin de l'agriculture. Donc, c'est assez puissant, en fait, comme analyse. C'est simple, mais on peut déjà commencer à le commenter. Alors, bien sûr, là, je fais un commentaire rapide. Il faut après vérifier, faire des recoupements. Quand on aura tous les comptes, on va pouvoir regarder le même paysage sous des angles différents, et on va pouvoir commencer à comprendre ce qui se passe. Et donc, voilà le changement de GBLI qui vous dit quelque chose. Alors, on va le nommer, on va essayer de garder les noms. Donc ça va être GBLI, on va le copier comme ça, et on va le compléter. Donc on va le renommer parce que c'est une carte intéressante celle-là. Quotient, donc on va renommer 2015. Je pense que ça vaut la peine, donc on va le sauver parce que si on ne le sauve pas, quand on va fermer le saga, ça va disparaître. Mais je pense que c'est bien comme carte, on va la garder. Et vous voyez, on n'avait pas encore sauvé les fichiers de lycée. Bon, on va tout sauver. Donc là, vous voyez que les fichiers non lycée, ils sont là, les deux sont là. Là, on sauve les changements. On va sauver le fichier lycée 2000. Alors, on va faire save as. Ah oui, parce que là bien sûr, il ne sait plus ce qu'il faut faire puisque j'avais fait l'erreur. Vous vous souvenez? Donc, on va l'appeler comme le nom que l'on lit à gauche là, de l'écran, le numéro 3, GBLI IFPV SM 50 10 2000. Ça veut dire qu'on est en train de travailler sur ce fichier-là. Donc, je le sauve. Donc, on va sauver ça, celui-là. Il a tout de suite le bon nom parce que il a tout de suite le nom 2015 et on va le sauver. Voilà, on a fini avec GBLI. Alors maintenant, on va regarder l'indice de la valeur A. Oui, il y avait un petit exercice encore à faire. Donc, on a des valeurs par hectare. Si on fait le total de tous les hectares pour une région, pour un bassin versant, on a une grandeur. C'est additif. Donc, on va rechercher les régions, les districts de la Moldavie, donc Administrative Division, ce fichier-là. Donc, c'est bien. Ça, c'est les régions. Et ce que l'on va faire, c'est qu'on va faire un extrait. On veut voir comment ça change par région, par exemple. Donc, on va faire une extraction en utilisant la commande Grid Statistics for Polygon. Les statistiques pour les polygones. Grid Statistics for Polygon. Vous les voyez là? Donc, j'ai Grid Statistics. Le système, c'est celui-là. On n'a pas encore sélectionné les grilles. Alors, vous voyez, c'est quand même, là, il y a quelque chose qui est assez intéressant, c'est qu'on va pouvoir sélectionner plusieurs grilles d'un coup. Et là, donc on met OK. Et donc, on a trois grilles. Il va faire le traitement. Qu'est-ce qu'on veut connaître là? On veut connaître est-ce que c'est une bonne idée? Non, je ne pense pas. Je pense que ce n'est pas une bonne idée parce que j'ai le changement. Si, je peux prendre la somme. Je prends juste la somme. Attention, parce que si vous prenez tout, vous allez avoir des colonnes à n'en plus savoir que faire. Généralement, on utilise la somme ou la moyenne. Mais comme ce sont des valeurs par pixel, on peut faire la somme.
Et le polygone, je vais prendre les régions, mais je pourrais le faire par bassin versant, c'est la même commande. Donc on fait l'extraction, je pense que ça doit être fait maintenant. Et donc on va essayer de mettre ça en couleur. Hein. Couleur, alors on va mettre graduated colors, c'est des valeurs. Hein. Alors l'attribut, ça l'identifiant, c'est pas très intéressant, mais on a la... Oh, j'ai laissé standard déviation. Voilà, c'était mon... Donc ça sert à rien, on s'en sert pas là, mais on va dire qu'on va voir le total de GBLI. Vous vous souvenez, on avait pris ce genre de couleur. Vous avez absolument le droit de faire ce que vous voulez. Hein. Votre ordinateur, c'est votre écran. Et donc, vous voyez ce que ça donne. Ça donne des valeurs comme ça. Et là, on a un petit problème. C'est qu'on a une région qui est 3 ou 4 fois plus grande que les autres. Et la valeur, c'est le total. Et donc, en fait, on n'aurait pas dû prendre la valeur, mais on aurait dû prendre la moyenne. Donc, ce que l'on va faire, c'est que l'on va calculer la surface, Polygon Properties. Vous vous souvenez, on l'a déjà fait plusieurs fois, ça. Mais ici, apparemment, j'efface parce que peut-être qu'on l'a, la surface. Non, on ne l'avait pas. Bon, ben, on va calculer. Donc, Properties, le périmètre, on le veut en hectares. On travaille en hectares, donc on multiplie par 0,01. C'est comme ça que la formule est prise, ça veut dire divisé par 100. Parce que c'est des mètres. Hein, la mesure des polygones, quand il n'y a aucune indication, ce sont des mètres. Quand on extrait des pixels d'un hectare, c'est le nombre de pixels, donc c'est directement le nombre d'hectares. Mais quand on fait une mesure à partir des traits hein, qui sont autour du polygone, des lignes, à ce moment-là, l'unité de base, c'est le mètre. Donc maintenant, ça y est, on a la surface. Et alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire quelque chose d'important qu'il faut bien savoir quand on fait de la cartographie, c'est que quand on présente des valeurs comme ça, on ne peut pas, pour des entités qui n'ont pas la même surface. Vous voyez, il y en a des petites, des grandes. Celle-là, elle est petite, mais peut-être qu'en fait, elle est peut-être assez verte. Il y a un effet de taille. Et là, on le voit bien, ça saute aux yeux ici. Donc, on va faire ce qu'on appelle une normalisation. La normalisation, c'est-à-dire que Saga va diviser par la surface, calculer la moyenne. C'est ça qu'on a le droit de représenter. Et vous voyez ce que ça donne une image qui est quand même très différente. Hein. Ça vous dit là où c'est le plus vert et ça vous dit là où c'est voilà, on va regarder sur la carte. Vous voyez, si vous regardez les couleurs, ici c'est très pâle, ici c'est vert plus foncé. Et quand j'ai extrait mes statistiques, hein, ma représentation, elle est correcte. Là, cette zone, cette région le long de la rivière Dniestr, qui s'appelle Transnistrie, cette région, c'est très agricole et elle a une valeur de GBLI qui est faible. Et donc, on voit bien, c'est une valeur pâle. Si j'enlève la normalisation dans le cas présent, je mets non, aucune normalisation. Et vous voyez ce que ça me dit? Ça me dit que c'est cette région-là qui a la plus haute valeur. Hein, c'est la plus haute valeur parce qu'il y a la plus grande surface. Donc, dans le cas présent, ce n'est pas correct. Ce qu'il faudrait, ce serait montrer les valeurs avec des cercles proportionnels à la variable, à la quantité que vous avez. Mais sinon, si on fait comment ça s'appelle, Gabriel? J'arrive jamais à dire. Chloropète, c'est un nom bizarre en cartographie. Donc, il faut utiliser. Sinon, votre représentation est fausse. Donc, vous voyez qu'on peut faire dire à une carte une chose et son contraire. Hein. Ce n'est pas automatique. Saga vous propose par défaut une solution. Mais après, c'est à vous de réfléchir. Je pense qu'on va peut-être arrêter là. J'aimerais bien qu'on essaye de commencer un petit peu le naturilis. Dans l'exercice, il est proposé de faire d'autres extractions avec des présentations de résultats. Vous voyez par exemple là le résultat sur les changements, etc. Donc, qui sont c'est aussi intéressant parce qu'on voit que en fait ça se dégrade dans cette région qui est verte, ça a tendance à se dégrader. Ok, on va commencer le calcul suivant. C'est un peu la même chose, mais avec des données différentes. Donc là, on va calculer la valeur naturelle du paysage à partir de la quantité de désignations. Hein, vous avez des désignations nationales, internationales, des biotopes protégés. Je sais qu'en France, il y a une dizaine ou une douzaine de types de désignations possibles. Et donc, l'idée, c'est de dire, par exemple, que s'il y a une désignation, on va mettre une valeur de 2, par exemple, et s'il y a 5 désignations, on va mettre 3, s'il y en a 10, on va mettre 6, etc. Donc, là encore, on crée une grille et on va travailler avec les valeurs que l'on a et on va essayer d'avoir une échelle de 1 à 10 hein,
pour avoir ça. Ce qui veut dire que quand on aura une zone qui va avoir une valeur naturelle de 10, ça veut dire très très haute, hein, ça veut dire une zone où il y a des espèces uniques, très protégées, tout ce qu'on veut. À ce moment-là, on va dire que cette zone, chaque pixel aura une valeur 10 fois plus grande qu'une zone qui n'est pas protégée du tout. Une zone qui n'est pas protégée du tout, elle aura une valeur de 1, et une valeur très protégée va avoir une valeur de 10. Mais vraiment beaucoup. En général, on aura des valeurs entre 2, 3, 4, quelque chose comme ça. Voilà Alors, dans l'exercice, on n'a pas beaucoup d'informations. On fait quelque chose d'un peu simplifié, mais vous voyez bien la logique. Hein. Donc, vous avez le paysage qui est vert et qui est moins vert, hein, GBLI, qui est désigné, qui n'est pas désigné. Donc, quand c'est vert et désigné, ça réduit la valeur de GBLI. Et quand c'est moins vert, mais que c'est désigné quand même, on va aussi augmenter la valeur parce qu'il y a j'avais dit ça hier déjà, hein, il y a des territoires agricoles qui sont importants pour certaines espèces. Par exemple, je sais qu'il y a un cas emblématique en France, la région qui s'appelle l'Alsace, où on a une espèce de rongeur qui s'appelle le hamster géant. Et le hamster géant a trouvé sa place dans les champs de maïs. Alors bon, c'est un peu particulier, hein, la vie s'adapte, hein, mais c'est une espèce qui, si le maïs s'arrête ou s'il y a trop de pesticides dans le maïs, l'espèce est en danger. On va prendre ça en compte, hein, le fait que dans cette région, pour une raison particulière de type biologique, hein, les terres agricoles ont une valeur intéressante. Et puis, quand c'est vert, quand il n'y a pas de désignation, ça veut dire que les scientifiques ont considéré que ce n'était pas si important que ça, et on va lui mettre une valeur, il y aura une valeur plus faible à la fin. Et puis, quand c'est pas vert et qu'il n'y a pas de désignation, comme les zones urbaines, ça va être une valeur très faible. Ça sera une valeur qui sera de 10, par exemple, dans le résultat final. Hein. Vous vous souvenez, on a mis 10 pour l'urbain en GBLI, donc ça sera 10 multiplié par 1, ça va faire 10. Et puis, quand on va pouvoir monter jusqu'à, si on a 70, 75 multiplié par 10, ça peut monter jusqu'à 750. On va dire, oh là là, mais oui, ça veut dire que les zones naturelles qui sont protégées, et on a vraiment besoin de protéger la nature, elles ont une très très grande valeur. Et ça veut dire que si on constate après, avec le satellite, en faisant la mise à jour des comptes, que ces zones se dégradent, là, ça veut dire qu'il y a vraiment quelque chose à faire d'urgent. Hein, voilà l'idée. Alors, comment on va faire l'exercice? On va utiliser des zones qui sont protégées. Donc, on a 2 cartes que l'on va charger dans Saga. On revient à Saga et on va charger les cartes suivantes. Alors, on va peut-être le faire comme ça. Donc là, on va dans Input Data. Il va falloir sauver. Alors voilà, c'est la journée des erreurs, mais on apprend en faisant des erreurs. J'ai oublié de sauver la session de travail. Alors, vous allez le faire aussi, hein, sauver la session de travail, parce que là, je repars à zéro. Là. Ça arrive avec Saga, ça arrive. J'ai travaillé dans le temps avec ArcGIS. Ça arrive pareil avec QGIS. Il y a des fois, il y a des commandes qui se contredisent. Il faut faire une fois quand on clique 2 fois sur... Alors là, vous voyez, il me demande si je veux avoir last state. Je ne suis pas sûr de garder en mémoire. Mais je vais reprendre le Saga K3, hein, le projet avec lequel on a commencé. Et puis, je vais aller rechercher Ah oui, donc il y a toutes ces cartes dont je ne voulais plus. Donc, pour aller dans le bon répertoire, vous cliquez juste sur une des cartes qui sont en haut. Ça vous évite des soucis. Donc, je dis exercice, écosystème infrastructure, et donc on avait besoin d'avoir les valeurs lissées. Donc là, on les prend en double-cliquant. Et puis, j'avais fait je vais reprendre à tout hasard, je vais reprendre les limites administratives, les districts. Donc, j'ai les districts. Donc, vous avez Save Project. Vous voyez ici? Donc, je vais sauver le projet. Comme ça, quand je le rouvre, je n'aurai pas besoin de recharger les données. Ce n'est pas une catastrophe, mais si j'avais fait davantage de traitement, là, j'ai juste à refaire l'extraction des données par district. Hein, mais je le referai tout à l'heure. On commence à savoir faire maintenant ça. Hein. Alors maintenant, on va aller dans Input Data. On va chercher les zones désignées, zones naturelles désignées, designated
mon anglais est terrible, Designated Natural Areas. Et donc, en Moldavie, il y a deux types, en tout cas on a eu les données pour deux types de protection. Un, c'est les zones de protection nationales, alors Protected Areas, et l'autre, c'est les sites Emerald. Emerald, c'est un projet du Conseil de l'Europe, qui est une structure c'est un peu plus large que l'Europe, le Conseil de l'Europe. Il y a y compris la Russie, il y a pas mal de pays dedans. Et c'est un projet qui est de zones, ça ressemble un petit peu à ce qu'on fait en Europe. Voilà, c'était l'idée, c'était d'avoir ça. Et donc on a ces deux types de protection. Donc voilà les zones protégées et les sites Emerald. Alors Emerald, on peut les mettre en vert. Ce ne sera plus émeraude en fuchsia, c'est bizarre. On va mettre un vert comme ça. Et puis les zones protégées, on va les mettre, je sais pas. Les zones protégées, on va les mettre. Donc vous voyez qu'on a deux niveaux de cartes. Donc ça se recoupe. Donc il y a des zones qui sont avec la double protection et des zones qui sont seulement avec une protection. Et ben donc on va les analyser. Alors là encore, on va faire une analyse avec des listes en logique floue, parce que bien entendu, quand vous avez une zone protégée, quand vous êtes en périphérie, supposez, ça existe dans plein de pays, vous avez une zone protégée, il y a une ville juste à côté. Bien entendu, cette zone protégée, elle est sous protection juridique, administrative, mais ça ne va pas empêcher les gens d'aller se promener, peut-être, ça ne va pas empêcher les zones naturelles, ça ne va pas empêcher les voitures de passer à côté, de faire du bruit, ça ne va pas empêcher la pollution. Donc une zone protégée qui est près d'une zone avec des pressions, elle est potentiellement un peu menacée. Donc là, sa valeur est plus faible parce qu'elle est sous pression. Inversement, la zone, s'il y a cette forêt qui est protégée, par exemple, ça va influencer, si c'est des terres agricoles autour qui ne sont pas protégées, ça va influencer parce que les animaux qui vivent le jour dans les pâturages, dans les champs, ils vont ou la nuit plutôt. Ils vont la nuit dans les champs ou dans les pâturages, et le jour, ils vont se cacher dans la forêt. Et donc, le fait qu'il y ait ce grand refuge à côté, ça peut avoir une influence sur toute la région. Et c'est bien l'objectif de la protection. Ce n'est pas seulement de protéger un endroit particulier, mais c'est de protéger l'écosystème. Et donc, on a des bonnes raisons de faire cette estimation lissée. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va commencer par transformer ces données en fichiers raster. On va utiliser la commande shapes to grids, c'est-à-dire qu'on va transformer ces fichiers avec des polygones. C'est en fait une série de petits traits qui vont d'un point à un autre et qui sont, chaque trait a une description mathématique avec des chiffres qui permettent après de tracer sur une carte, de combiner avec d'autres cartes. Donc ça, ce sont des fichiers vecteurs, ce sont des vecteurs qui partent d'un point qui sont décrits par un point de départ, une longueur et puis une direction, une pente. Et on va transformer ça dans une grille parce que c'est plus facile pour calculer après. On va commencer par transformer en grille Protected Areas. On veut juste des données ou pas des données. On n'en veut pas plus. Et alors maintenant, si on donne pas d'indication, par défaut, Saga va dire « je vous donne des cellules de 5 km par 5 km ». Et nous, on ne travaille pas comme ça. On travaille avec une grille à 1 hectare. Alors on va lui dire « non, on veut notre grille habituelle de travail ». Alors on lui dit « hors grid system ». Et qu'est-ce qu'on retrouve ? On retrouve les caractéristiques de la grille que l'on a ici, et qui nous dit que c'est des pixels de 100 mètres. Et c'est exactement la même grille. Donc il va créer un fichier pour les aires protégées avec des cellules de 100 mètres qui sera exactement positionné sur les fichiers de couverture des terres et les fichiers de GBLI. Et donc on commence à empiler nos informations, on empile nos informations pixel par pixel, qui va nous permettre après de faire les comptes. Et donc on va créer, on met create, on y va, et voilà, c'est assez rapide. Voilà, j'ai la même chose, mais ce sont des pixels maintenant. Vous voyez, c'est devenu des petits carrés de 100 mètres. Alors, ce qu'il faut voir dans ce fichier, c'est que ce fichier comporte des valeurs 1. Je lui ai demandé existence, non-existence. Donc, il comprend des valeurs 1 qui sont en... Et regardez bien le Z ici. Vous avez Z égale 1. Et puis, quand je suis dans le blanc, Z égale rien du tout. C'est ce qu'on appelle les no data. Alors, les no data, c'est commode d'avoir des no data, pas de données du tout, mais il va falloir faire attention quand on va traiter les cartes, parce que les no data dans les systèmes d'information géographique ont une particularité, c'est que quand on additionne
une no data avec une donnée, ça donne no data. Quand on multiplie une no data par une donnée, ça donne no data. Quand on divise, etc., c'est toujours des no data. Donc, no data, ce sont des valeurs conventionnelles. Chaque système a sa valeur conventionnelle. Dans Saga, ce sont des valeurs qui sont en fait moins 99999, 5 fois 9, hein, moins 99 999. Donc, c'est ça qui est implicite. Donc, si on veut faire des corrections et qu'on indique à Saga qu'on veut remplacer du moins 99999 par 0 ou par 1 ou par ce qu'on veut, Saga va le faire, il va le prendre, il sait calculer avec ça. Mais si on lui dit rien, dès qu'on fait un calcul avec des no data, c'est le no data qui l'emporte sur n'importe quoi. Alors, il y a des solutions, hein, mais c'est juste pour faire bien attention. Alors maintenant, on va faire la même chose pour l'autre fichier, le fichier Emerald, Shapes to Grid. Et là, on va prendre Emerald. Alors attention, il propose par défaut d'écraser ce qu'on vient de faire. Non, on veut create, on lui dit bien de créer, et les caractéristiques sont les mêmes. Hein. On veut des fichiers semblables. Et donc, on va avoir les deux. Ce qu'on va vouloir faire maintenant, on va vouloir les additionner. Alors, on va sauter une étape. Il y a plusieurs phases. J'avais commencé par faire d'une phase, je pense, la plus simple qui devrait marcher. Donc, une première façon de faire, c'est de dire on remplace les no data par 0. Donc, il y a une formule de calcul. Donc, on peut le faire de manière simple. Hein. On peut changer la valeur. Il y a une commande, par exemple, changer les no data d'une grille et on peut les remplacer on les remplace par 0. Mais on va pas, à mon avis, on va pas s'embêter. J'avais après testé une autre méthode qui est dans le grid calculator, ça peut se régler si on lui dit de le faire. Alors on va faire l'exercice maintenant. Donc on va prendre la commande qui s'appelle calculus. Calcul. Hop. Voilà, j'ai faux. Alors, c'est calculator, peut-être. On va mettre calcul. Oui, il faut faire attention parce que quand on donne trop de lettres, et si on se trompe un tout petit peu, on est perdu. Calcul, voilà. Donc, on a plein de points, attributs, grid collection, grid calculator. Un grid collection, ça voudrait dire qu'on fait des calculs sur des images satellites, donc sur des piles mais là, on fait grid calculator. Ça, c'est un grid calculator, système de grille. C'est notre système. Et qu'est-ce qu'on va lui dire? On va lui donner deux grilles. On va lui dire Protected Areas et Site Emerald. Et on va lui dire Create et on va lui dire la formule. Alors, le jargon de Saga peut comprendre pour les formules, c'est assez simple, hein, peut comprendre deux terminologies. Une, c'est G1, ça veut dire la grille 1, là c'est Protected Area. G2, c'est la grille 2, donc on peut l'appeler G1 plus G2. Mais si vous voulez l'appeler A plus B, ça marche aussi. On fait comme on veut. G1 plus G2 ou A plus B. C'est juste l'addition. Et on va l'appeler calculation, on va laisser calcul. Hein. Et alors attention, on va lui dire de se servir des no data. Donc si j'ai de la chance, je crois que ça marche comme ça. Donc j'ai fait une erreur parce que l'idée, vous allez voir ce que l'on a, on va voir l'erreur. C'est pas une grosse erreur, on va la corriger tout de suite. Donc là, on va jouer sur les couleurs. En fait, on sait que on a additionné deux fichiers qui font un. Donc, on veut avoir des couleurs sur tout le champ. Vous voyez sur les couleurs, en bleu, on a 0. En rouge, on a 2, et en vert, on a 1. Comme je vous disais, le format naturalis, c'est quand il n'y a pas de protection de la nature, quand il n'y a pas de désignation de haute valeur naturelle, la valeur est 1, parce qu'on va faire des multiplications. Donc, il aurait fallu rajouter 1. On ne va pas s'embêter, on recommence. Grid calculator, il y a la même formule, alors on va faire A plus B plus 1. Et vous voyez, Saga, il me demande, est-ce que c'est une correction ou est-ce que c'est un nouveau fichier? Non, je me suis trompé, je corrige. Donc, par défaut, je le laisse faire comme ça. Et donc, Saga va recalculer en rajoutant 1. Comme ça, je multiplierai par 2 quand il y a une protection, je multiplierai par 3 quand il y a 2 protections. Et vous voyez, la carte, elle a changé tout de suite. Alors, de 1 à 3, vous voyez ce qu'on a fait? Alors, comment est-ce qu'on appelle ça? Je ne me rappelle plus ce qui était. Voilà, on en est ici. Donc, on appelle ça somme nature. Ah oui, j'aurais pu vous montrer ce que ça veut dire, les no data. Le calcul, donc on renomme d'abord. C'est mon logiciel PDF qui me joue des tours. On va sauver pour bien le garder. On va sauver aussi. Save as. À chaque fois, il vous demande save as. Quand je disais no data, ce que ça veut dire, si je mets un fond, par exemple, hein,
ce qu'ils appellent basemap, par exemple une image satellite. Quand on est connecté à l'Internet, donc on peut appeler une image satellite et vous voyez que là on va changer la couleur pour que ça devrait être mieux. Ouais, c'est pas tellement mieux, mais donc, vous voyez ce que ça veut dire quand ça, nos data. Ça veut dire qu'il y a vraiment pas de données, nos data. C'est commode de pouvoir regarder sur les images satellites aussi. Et on peut regarder sur OpenStreetMap, etc. Qu'est-ce qu'on fait maintenant qu'on appelle NatureILIS? Non, LIS, c'est lissage en français, mais je l'ai gardé parce que ça a été mis au point quand j'étais à l'Institut français de l'environnement. Donc, on a NatureILIS. On va le lisser. On va revenir à Gaussian filter. C'était celui du bas, vous vous rappelez, Grid system, c'est notre système de grille. C'est ce fichier-là qu'on veut lisser. Et on va faire le même lissage. On va le faire avec un rayon de 10. Donc, il faut créer le fichier. Là, ça a été vite parce qu'il n'y a pas beaucoup de calculs. Avant, il fallait faire toute la zone. Maintenant, les calculs, ils se font seulement sur les zones protégées. Donc, ça va vite. Ça va tellement vite que j'ai rien du tout. Là, j'ai affiché la page d'accueil dans laquelle on va voir la carte. Ça va être ça. On a le filtre gaussien. On a pris cette carte somme et on l'a lissée. Ce sont ces valeurs-là qu'on va prendre dans les calculs pour la suite. Quand Saga aura fini son petit calcul, vous allez avoir un fichier qui va s'appeler du même nom que le précédent que vous avez lissé. Donc, le nouveau fichier, vous l'affichez pour être sûr que c'est bien. Vous voyez que c'est bien flouté. À ce moment-là, vous allez le sauver sous le nom qui est indiqué dans l'exercice pour qu'on le retrouve, qui est NatureILIS, qui est celui-là, NatureILIS SM5010, et vous le sauvez dans le même répertoire. Et c'est bon.